Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Cette semaine, la brigade cinéphile reçoit celui dont le monde est fait de feu et de sang, celui qui fut autrefois un flic, un guerrier de la route, né un volant entre les mains et un accélérateur collé au pied, à la recherche d'une cause juste en la personne de Monsieur Melvin Z. Comment ça va, Melvin ? Eh ben ça va très bien, merci pour l'invitation. Au contraire, un immense merci à toi justement d'avoir répondu présent pour cet interrogatoire. C'est vraiment un grand plaisir que de t'avoir ici en face à face dans l'émission. Et je le rappelle avant toute chose quand même à nos auditeurs, tu es un expert du cinéma australien, tu es un auteur, un réalisateur, complètement fou, on peut le dire, et passionné par la saga Mad Max. Tu travailles le sujet depuis très longtemps, depuis quelques années déjà, en véritable aventurier que tu es, tu retrouves, tu recoupes, tu compiles des documents, des témoignages, des anecdotes autour donc des œuvres mythiques signées George Miller. Et ainsi on retrouve tout ce que tu as pu accumuler, notamment dans un superbe documentaire que tu as réalisé qui s'appelle Archaeologist of the Westland, portrait d'Adrian Bennett, fondateur donc, du musée Mad Max à Silverstone, sur les lieux même du tournage du second volet, et deux bibles, on balance le terme, c'est la vérité, deux bibles absolues que sont donc Mad Max Ultra-Violence dans le cinéma partie 1 et Mad Max 2, donc Les Guerriers de la Route, une analyse totale, on pourrait dire, des deux premiers opus aux éditions Rififi, en attendant bientôt, j'imagine, donc celle de Au-delà du Dôme de Tonnerre, Fury Road et donc Furiosa. Alors, au-delà du Dôme du Tonnerre, dans un premier temps, et puis on verra pour les derniers Mad Max un peu plus tard. J'aimerais bien faire une pause après le troisième livre sur Mad Max 3 pour un livre sur le cinéma australien en général. Mais bon, j'en ai encore pour au moins 2 ans pour finir le tome 3, donc on verra à ce moment-là. En tout cas, merci pour cette formidable présentation. Ah non, c'est mérité, c'est toi l'expert du cinéma français australien, j'ai envie de dire. Alors moi, je suis surtout Mad Maxologue, et avec un peu de crocodile dundisme, un peu à côté. Mais effectivement, pour bosser sur Mad Max, je me suis rendu compte que j'aurais du mal à comprendre Mad Max si je comprenais pas un peu mieux le cinéma australien et la culture, la société australienne. Donc, à travers Mad Max, j'ai creusé le sujet, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film australien. Donc du coup, avant d'attaquer une nouvelle enquête autour du cinéma australien, vous l'avez compris, c'est la tradition en ce début d'émission, on va établir comme ça ta photo signalétique en deux questions très brèves. La première, quelle est ta définition d'un bon polar ? Alors, c'est une question évidemment très compliquée, et j'ai réfléchi, et j'ai un peu du mal à répondre à la question, parce que pour moi, il s'agirait de trouver des qualités universelles à ce que je considère comme étant pour moi des bons polars, et j'ai du mal à retrouver des qualités communes à des films comme je sais pas, le Paltoquet, ou la Cité de Dieu, ou le Gang Anderson, ou La Loi de Téhéran, des choses comme ça qui me semblent être des films tout à fait différents. Et je me suis rendu compte en fait que plutôt que qu'est-ce que j'imaginais être un bon polar, je me suis rendu compte que pour moi la question c'était plutôt pourquoi j'apprécie le polar en tant que genre, et ce que j'aime en fait dans ce genre un peu particulier, qui est pas forcément le genre de cinéma que je préfère, que je regarde le plus, mais ce que j'aime énormément dans le polar, c'est que c'est du cinéma qui peut être tourné à l'économie, avec des budgets faméliques, et qui par ce biais-là, les histoires, on va dire, les histoires de flics et de voyous offrent des dramaturgies clés en main, et qu'avec quasiment aucune thune, on peut aller tourner dans les rues, dans les troquets, les remplir avec des seconds couteaux qui ont des gueules pas possibles. Les figurants habitent littéralement les lieux qui sont tournés, et que ainsi, d'une certaine manière, il n'y a pas besoin de faire des grandes reconstitutions dispendieuses, des décors, etc. Les effets spéciaux, il y a juste qu'à demander à Rémi Julienne de venir plier 3 ou 4 ailes, et puis c'est fait. Et d'une certaine manière, ça raconte une histoire au-delà de la valeur intrinsèque des films, qui sont
pour la plupart, pas forcément des grands chefs-d'œuvre, mais ça raconte une histoire alternative de certains lieux et de certaines époques. Et il y a quelques années, je m'étais tapé toute une série de polars des années 70 français. C'était pas des super bons films, mais quel bonheur de revisiter le Paris interlope de cette époque, ce défilé de gueules, de costumes, de vêtements, de lieux, de petits troquets qui ont disparu. Et je trouve que contre le roman national, d'une certaine manière, ça participe à la création, à l'écriture d'une histoire alternative, marginale. Et c'est vrai pour la France dans les années 70, c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour tous les endroits où il y a eu comment dire, une vague de polars, etc. En ce moment, euh, plusieurs pays ont eu leur grande époque, hein, l'Italie ou la France. Il y a pour moi vraiment les années 70 jusqu'au début des années 80 en France. Et pour moi en ce moment, c'est clairement dans le sud de l'Inde qui se passe quelque chose et qu'il y a une profusion de polars parce qu'il y a énormément de gens qui essayent de raconter des histoires par rapport à au lieu où ils vivent et que le polar permet de faire ce genre de choses, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment pas tant qu'est-ce qui fait un bon polar que pourquoi est-ce que le polar c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et enfin, la deuxième, faussement facile, quel est ton polar de cinéma préféré cette fois-ci? En réfléchissant à cette question, j'ai pas de film qui s'impose d'eux-mêmes. Euh, Il y a énormément de films que j'apprécie, hein, que j'ai déjà name droppé précédemment, hein. Le Gang Anderson, French Connection 2, Série Noire. Enfin, après, c'est les classiques. Chacun a ses propres classiques. Moi, par exemple, je suis pas du tout fan de Michael Mann, mais j'adore le paltoquet. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir grand-chose en rapport avec le cinéma de Michel Deville. Il y a peut-être un film qui pourrait s'imposer, c'est Les Guerriers de la Nuit, mais je suis pas sûr que ça puisse vraiment le considérer comme un polar en tant que tel. Donc je vais plutôt répondre quel genre de polar en ce moment c'est vraiment imposé à moi. Je vais citer un film et un genre, un pays en général. C'est le polar du sud de l'Inde, donc le polar en langue dravidienne, c'est-à-dire du Kerala ou du Tamil Nadu, et notamment un film sorti il y a 2 ans qui s'appelle Maharaja de Nithilan Saminathan, qui m'a vraiment impressionné. C'est pas forcément Laurence d'Arabie, hein, c'est pas un film hyper virtuose ou hyper abouti, mais c'est un des films qui représente parfaitement bien ce que j'apprécie dans le polar du sud de l'Inde euh, de ces dernières années. Des histoires où on se fait balader pendant comment dire, l'essentiel du film, où c'est très délicat de comprendre quels sont les véritables enjeux, les véritables personnages, la véritable histoire, jusqu'au climax final ou jusqu'à une révélation finale, où d'un coup, on se rendre compte qu'on s'est fait balader du début à la fin. Et c'est arrivé, c'est présent dans un paquet de films qui sont sortis ces dernières années. Je peux citer vite fait Echo, qui est sorti en 2025 et qui est un des plus beaux films de l'année. Mais c'est vraiment l'histoire de Maharaja. Donc, pour, euh, pour faire le pitch très rapidement, c'est l'histoire d'un brave type qui rentre chez lui un soir et qui se fait assommer par des cambrioleurs. Il va le lendemain matin à la police pour porter plainte et il déclare le vol de sa poubelle, une grosse poubelle en fer blanc. Et donc les flics le prennent au début pour un débile, se moquent de lui, commence à lui coller des claques, etc. Mais le mec veut pas quitter le commissariat, revient tous les matins et à un moment va commencer à proposer une forte somme d'argent pour que les flics enquêtent vraiment sur son histoire, quoi. Et à partir du moment où il propose de l'argent, les flics se disent, attends, s'il propose de l'argent, c'est qu'il y a quelque chose de plus
que juste le vol de cette poubelle. Et pendant un temps, le film, on ne sait pas vraiment quel genre ça va être. Est-ce que ça va être un polar nihiliste hyper violent, ou est-ce que ça va être une comédie burlesque? Au début, c'est difficile de vraiment savoir. Ça commence un petit peu comme une version tamoule d'un film des frères Cohen, ambiance un peu Burn After Reading. Et puis, on est parti pour un ride improbable et absolument impossible de savoir où on va débouler. Donc je vais dire ce film-là, je répondrai ce film-là, Maharaja. Je l'ai vu un soir avec ma copine, et à la fin du film, quand on réalise quelle histoire on vient de voir, et quels étaient les personnages et quels étaient les enjeux, c'était un bonheur pas possible. On a revu le film le lendemain pour voir comment on s'était fait balader, là où il y avait toutes les pièces, comment l'architecture du récit s'était mis en place sous notre nez. C'était vraiment mais prodigieux. C'est donc ce film-là, Maharaja, et puis où j'aurais pu citer Echo ou Ella Vija Ponjira, qui sont des films qui fonctionnent un petit peu de la même manière. Donc d'une manière générale, je dirais le polar tamoul et du Kerala, c'est vraiment, il se passe vraiment quelque chose en ce moment dans ces pays-là, et je pense que tous les amateurs de polar devraient regarder par là-bas. Alors vous l'avez compris, donc pour cette nouvelle enquête, on part aux confins du monde, direction l'Australie, non pas pour découvrir son outback légendaire avec ses vastes régions arides et inhabitées, mais au beau milieu effectivement d'un paysage urbain interchangeable, pour un polar haletant et implacable, malheureusement pour moi bien trop méconnu, et qui nous plonge avec un réalisme rare dans l'univers corrompu et poisseux des convoyeurs de fonds, avec, tu l'as dit, le superbe L'attaque des fourgons blindés, donc Money Movers en VO, écrit et réalisé par Bruce Beresford en 1978, et donc effectivement sorti il y a quelques mois déjà en Blu-ray, donc chez Badlands, chez l'éditeur Badlands, et où tu interviens dans de nombreux bonus. Alors modestement, le principe de l'émission, c'est de faire une sorte de tour d'horizon du genre policier, en se baladant dans le plus de sous-genres possibles, je sais pas, pêle-mêle, le vigilante, le thriller érotique, enfin des tas de sous-genres possibles, de multiplier les époques, les milieux, et surtout dans des cultures quand même différentes, et en traitant d'épisode en épisode de films venus de divers horizons, divers pays. Donc ainsi on a pu évoquer des polars espagnols, italiens, anglais, japonais, hongkongais, coréens, etc., etc. Et depuis le début de cette série de podcasts, j'avais à cœur quand même de parler un jour d'un film australien, dans ce cadre-là. Or, le cinéma australien a une petite particularité, du moins du temps de la nouvelle vague et de la exploitation, dans la mesure où c'est pas une terre entre guillemets de polar. On y trouve voilà pêle-mêle des survival, des post-apo, je sais pas, des récits d'initiation, des tas de choses, mais quasiment aucun polar à cette époque-là. Et dis-moi tout de suite si je me trompe, hein, car je suis vraiment loin d'être un expert dans ce cinéma-là. Mais mis à part ce film-là, donc de Bruce Beresford en 78, et Road Games, donc Déviation mortelle chez nous de Richard Franklin avec Stacy Keach et Jamie Lee Curtis, j'en vois pas des masses. Et justement, je voulais te poser une question pour commencer. On l'évoquait comme ça un peu entre nous hors antenne, en préparant un peu l'émission. Pourquoi c'est le cas? Parce que c'est assez étonnant, parce que voilà, les œuvres policières, on en trouve dans le monde entier. La criminalité, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est partagé dans le monde entier. Donc comment ça se fait qu'il y a aussi peu finalement d'œuvres policières, de thrillers, etc. En Australie? Alors, j'ai malheureusement pas de réponse vraiment satisfaisante à apporter à cette question. C'est un mystère, hein, pour moi aussi, parce que comme on l'évoquait en début d'émission, on peut faire des polars avec rien du tout. Et l'une des particularités du cinéma australien des années 70, c'est d'avoir des très très peu de budget. Et, euh, et le polar aurait pu correspondre tout à fait à la situation que vivait l'industrie australienne renaissante. Et effectivement, dans les années 70, à part Money Movers, il y a quasiment rien. Euh, on trouve des films sur des bandits, des gangsters ou des choses comme ça, mais c'est traité de manière via le film historique, hein, ça tourne autour de la figure du bushranger, donc des films qui se passent au 19e siècle. Mais la problématique de ces films est pas tant la criminalité, les enquêtes ou les braquages ou les choses comme ça,
que comment dire, des questions beaucoup plus historiques, identitaires pour le cinéma australien. C'est pour moi un mystère. Tu cites Road Games, mais est-ce vraiment on peut parler de polar pour Road Games? Parce que ça fait pour moi plus film de tueur en série. Il y a une enquête, mais c'est un petit. Je trouve que c'est vraiment un peu c'est vraiment à la marge. Il y a un autre film. On va commencer au début des années 80. On va commencer à trouver quelques thrillers policiers, des films comme Heatwave de Philip Noyce, mais quasiment rien. Deux films de braquage, un téléfilm de braquage et une série consacrée au braquage comment dire, d'un bookie, d'un truc de paris de chevaux qui a eu lieu. Le braquage a eu lieu au début des années 70, et donc en 85, il y a une série en 3 épisodes consacrée à cet événement, mais sinon rien d'autre. Il y a donc ce film que j'évoque dans les bonus de Money Movers. C'est un film qui s'appelle The Clean Machine. Donc, alors, je crois en plus que dans le bonus, je dis qu'il a été réalisé par Karl Schulz. J'ai réécouté ça l'autre jour. J'étais horrifié parce que c'est pas du tout Karl Schulz, mais c'est Ken Cameron qui l'a réalisé. Donc, je fais une correction, un mea culpa là-dessus. Et qui est un film qui va donc c'est un téléfilm produit par George Miller et sa boîte de prod, et qui va s'occuper dont le sujet c'est vraiment la corruption de la police, et on va suivre un inspecteur joué par Steve Bisley, qui est le biker, le pote de Max dans Mad Max 1, qui va se retrouver dans une brigade anti-corruption, et va se retrouver confronté à la corruption de la police de Sydney. Et, euh, et donc, on est dans une sorte de copie ou De Serpico. de refonte de Serpico, voilà. Mais avec très peu de moyens. Le film, ses qualités artistiques sont fort modestes et plutôt limitées, mais il y a un intérêt historique par rapport à ça. Parce que ce qui est très étrange, hein, c'est que pourtant, même si l'Australie, c'est clairement pas le Bronx des années 70, hein, ça c'est clair, il y a quand même une criminalité, et il y a quand même énormément de flics extrêmement corrompus dans les années 70. Et à l'époque, autant sur grand écran, il y a strictement rien, autant les Australiens sont abreuvés de séries télé, comment dire, consacrées à la police, hein. Donc des trucs comme Homicide, Division 4, Cop Shop, Matlock Police, qui sont des séries qui, alors je crois que Matlock Police, ça commence un peu plus tard, mais ça finit en 76, Matlock Police, Division 4, ça finit en 75, Homicide, ça finit en 77, et ensuite c'est repris par Cop Shop en 77. Mais quand va arriver Money Movers en 78, on est un peu sur la fin de ces grandes séries c'est vraiment la fin des années 60, courant des années 70, qui sont toutes produites par Crawford, qui est une boîte de production située à Melbourne, et qui concerne toute la police de Melbourne, et qui sont pour la plupart produites main dans la main avec la police locale. C'est-à-dire que les flics vont filer des décors, vont filer des costumes, vont servir de conseillers techniques, sur l'écriture du scénario, et en gros vont se charger de vérifier que ces séries télévisées produisent pour le public australien l'image que la police souhaite projeter. C'est donc ce qui se passait réellement dans les rues. On est vraiment loin de ça. Et il y a plusieurs histoires vraiment mais hallucinantes. Je crois dans le bonus de Money Movers, je parlais d'un gars qui s'appelle Roger Rogerson, qui est vraiment, qui était dans les années 70 considéré comme un super flic, un flic hyper connu, qui passait à la télé, etc., qui était mis en avant, et qui va tomber, je crois qu'il va être viré de la police en 84, il va avoir plusieurs procès, il va partir en tôle, et puis je crois dans les années 2010, il va finalement être condamné à la prison à vie pour 2 meurtres. Et donc, qui est vraiment l'image d'Épinal du flic corrompu qui trafique de la drogue, qui assassine pour le compte de la mafia, qui va assassiner des trafiquants de drogue, enfin, vraiment la crapule finie. Donc lui, il tombe en 84, et c'est clairement, il sert d'inspiration
pour le téléfilm que j'évoquais tout à l'heure, The Clean Machine. Quand Beresford fait, comment dire, euh, Money Movers en 78, il adapte assez fidèlement, mais de manière très intelligente, un roman qui est paru en 72 et qui, pour le coup, là, n'a aucun souci pour présenter la police telle qu'elle était de manière réelle, c'est-à-dire extrêmement corrompue. Et c'est quelque chose qui va pas du tout gommer ou tenter d'amoindrir dans son film, parce qu'on aurait pu imaginer que il garde le principe du développé dans le roman, et puis qu'il en fasse quelque chose de beaucoup plus consensuel. Clairement, l'adaptation qu'il va faire, et le gros travail d'adaptation va être pour simplifier l'histoire qui est autrement encore plus complexe dans le roman, et de simplifier un peu plus toute la partie extrêmement documentaire du roman. Et justement, tu peux nous évoquer un peu l'intrigue, ça parle de quoi en fait exactement, Money Movers? Alors, Money Movers, c'est extrêmement simple. C'est l'histoire d'un braquage dans une compagnie de transport de fonds. Et c'est vraiment l'histoire du braquage vue à travers les différents protagonistes qui vont se retrouver impliqués dans ce braquage, c'est-à-dire autant les braqueurs que le personnel de la compagnie, que le flic corrompu qui tourne autour de tout ça, que l'agent d'assurance qui est infiltré dans le truc. La mafia aussi qui est derrière tout ça aussi. La mafia, etc. Donc c'est un film extrêmement choral où tous les personnages vont servir à raconter l'histoire de ce braquage. Et il n'y a pas vraiment de personnage principal. Le spectateur n'a pas vraiment de personnage référent dans le film, mais c'est une plongée extrêmement précise, vraiment quasi documentaire. Ça fait un peu flonflon de dire ça, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le cas d'un braquage, et qui est adapté d'un roman publié en 1972 qui avait été écrit par la personne qui a monté la plus grande compagnie de transport de fonds dans les années 60. Donc un mec qui s'appelle Devon Munchin, qui est un aventurier improbable. J'invite les gens qui écoutent le podcast à aller voir sa fiche Wikipédia, parce que il a été pilote de chasse pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été aventurier, il a acheté un bateau pour faire du trafic à Bornéo, il a coulé son bateau au bout d'une journée. Enfin, vraiment, il a une vie improbable jusqu'à ce qu'il monte cette compagnie de transporteurs de fonds. Et il la revend en 1970. La compagnie est braquée en 1971, et en 1972, il va écrire un bouquin sur l'histoire d'un braquage qui est l'histoire du film. Alors, il a été inquiété sur cette histoire de braquage, il n'a jamais été condamné, etc. A priori, c'est pas lui qui a monté le coup. Il est mort il y a quelques années, donc il est mort innocent de cette histoire, donc on n'ira pas salir sa mémoire, hein. Mais bon, la coïncidence est plutôt rocambolesque. De mauvaises langues disent justement qu'il aurait écrit le bouquin pour se dédouaner, créer un alibi, effectivement, par rapport aux faits divers. On manque un peu de documentation. J'aurais bien aimé pouvoir discuter avec lui et en savoir un peu plus, mais le fait est que le bouquin sort en 1972 et que c'est un livre c'est pas de la grande littérature, mais qui est une plongée extrêmement précise dans qu'est-ce que c'est une compagnie de transport de fonds, comment ça marche et quels sont ses liens avec tout comment dire, l'écosystème qui gravite autour, que ça soit les prolétaires qui travaillent comme convoyeurs de fonds, où on trouve des flics qui sont fait virer comment dire, de leur boulot et qui se retrouvent, voilà, qui se retrouvent convoyeurs de fonds, les liens avec la mafia, les liens avec les flics corrompus, etc. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le film. Il y a des petits moments comme ça où il y a dans les dialogues ou dans l'image, des petits détails ou presque des plaisanteries. À un moment, il parle de comment est-ce que les cadres de l'entreprise parlent de la façon dont ils engagent des convoyeurs de fonds, et ils disent genre, voilà, on leur fait passer un test, et pour être engagé, il faut rater le test, parce que si tu es trop intelligent, tu vas te faire chier dans le boulot, et si tu commences à te faire chier dans le boulot, c'est pas bon, tu vas donc ou alors quand le film commence sur un premier braquage, un fourgon qui se fait attaquer, on voit le PDG, le patron, qui dit
ça va me coûter plus cher, la compagnie d'assurance, ma police d'assurance va augmenter. Sous-entendu, ce qui leur coûte le plus cher, c'est pas tant l'argent perdu du braquage que les assurances qui payent, etc., quoi. Donc il y a vraiment un soin, euh, dans le film d'une manière générale, toute la première partie, le premier tiers du film est consacré à la description comment dire, de l'entreprise et des différents personnages, des différents protagonistes et des liens qu'ils ont, les uns avec les autres, et notamment le générique qui est absolument, je trouve vraiment magistral, de précision, dans la façon dont c'est filmé, dont c'est monté, qui a vraiment une velléité quasi, je le répète encore une fois, mais quasi documentaire, extrêmement précise de la description du métier. Mais c'est vrai que il y a un côté extrêmement réaliste, extrêmement cru, extrêmement documentaire dès le début du film. C'est-à-dire qu'on voit effectivement la description d'un microcosme, d'un monde fermé qui crée quand même, comme on pourrait dire, une certaine fantasmagorie dans la tête des gens, quoi. C'est un milieu qu'on connaît pas, et c'est vrai qu'à partir de ça, et on évoquait forcément aussi entre nous le convoyeur de Nicolas Boukrieff, c'est-à-dire qu'il y a déjà une dramaturgie, et l'affiche du Boukrieff, il y avait cette tagline, en gros c'était des smicards, tu sais, qui transportent toute la journée effectivement des millions pour d'autres. Donc déjà en termes de polar pur, en termes d'intrigue policière, ça crée déjà un enjeu, et au milieu de tout ça, effectivement, non seulement déjà, je trouve qu'il faut le dire quand même, je trouve le film extrêmement maîtrisé, moi, quand même, dans sa mise en scène, c'est-à-dire qu'il joue énormément de la spatialisation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un coffre-fort, enfin, avec qui joue énormément sur des, qu'on appelle ça, des barrières grillagées, etc., des sas de sécurité pour passer d'une salle à une autre, tout est contrôlé, il y a beaucoup d'écrans. Pour le coup, qui est aussi une thématique qu'on retrouve, je trouve, dans beaucoup de ces films de l'époque. Enfin, moi, j'ai même pensé dernièrement, j'avais revu Black Sunday, par exemple, de Frankenheimer, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est dans un stade, etc. Mais ce principe de surveillance, qui à l'époque était un peu de partout, cette paranoïa générale, on le retrouve aussi, je sais pas, aux États-Unis avec Pakula, par exemple. Donc t'as des cadres dans le cadre en permanence, en fait, dans le film. En permanence, il joue là-dessus. Il joue énormément sur les miroirs, je trouve, sur les reflets, effectivement, qui renvoient une certaine dualité où chacun, en fait, n'est pas exactement ce qu'il est censé être. C'est un film beaucoup sur les faux semblants. Euh, et c'est vrai que le film est assez documentaire, extrêmement travaillé, je trouve, dans son montage. Il y a beaucoup de montages alternés, justement, quant aux différents points de vue des différents personnages, l'enquêteur, on va dire le flic principal, le rookie effectivement qui apprend, on comprend en fait est un enquêteur pour une assurance, le chef de l'entreprise, l'un des flics qui est tombé aussi pour homosexualité, un autre flic qui est censé être le plus intègre, celui qui réfléchit à faire un futur casse, donc joué par Terry Donovan. Donc énormément comme ça de personnages, énormément de points de vue, et le montage effectivement est assez bien construit, assez bien chiadé, quoi, et assez fluide aussi, je trouve, c'est ce qui m'a étonné en le revoyant. Il y a des moments vraiment très fluides, je trouve, de mouvement, tu vois, d'appareil, notamment sur les jeux de regard. Il y a t'as un moment où tu as une réunion entre les différents cadres, on pourrait dire supérieurs de l'entreprise, voilà, le patron, etc. Et la caméra tourne autour du bureau, comme ça, quand ils parlent vraiment d'éléments clés, et aussi quand ils comprennent aussi certains éléments clés qu'on va pas tout dévoiler, hein, mais la caméra, comme ça, tourne autour d'eux, et là, là tu as l'impression que quand la caméra, en fait, bouge, là, il y a une sorte de prise de conscience, je sais pas comment on pourrait dire, au milieu d'un film qui est quand même assez, de prime abord, chaotique, complètement éclaté, qui raconte énormément de choses, mais qui effectivement... tu vois, il y a un plan au tout début, avant le premier braquage, où les convoyeurs sortent, et il y a un plan de la ville, vraiment en longue focale, où tu as des sortes de lampadaires qui englobent en fait comment on pourrait dire, le fourgon blindé, quoi, comme des griffes, tu sais. Dès le début, tu as l'impression qu'en fait, tu pourras jamais sortir de ce milieu, même à l'extérieur, ils sont quand même piégés. Alors, je fais une petite aparté. On peut rappeler que le film, le directeur de la photo, c'est Don McAlpine, qui s'occupera de la photo de Predator, et puis qui était le chef-op de Beresford à l'époque, hein, qui fera Getting of Wisdom, Breaker Morant, Puberty Blues, Ma brillante carrière, etc. Puis qui fera plus tard L'homme sans visage de Mel Gibson, puis bon, Predator, quoi. Et puis Oui, puis il a travaillé avec Baz Luhrmann, avec Lita Maori, avec des tas de gens, oui. Voilà.
Voilà. Et à côté de lui, le gars qui tient la caméra, c'est John Seale, qui sera plus tard chef opérateur de George Miller sur Lorenzo, Mad Max Fury Road, 3000 ans à t'attendre. Donc on a deux techniciens qui sont extrêmement pointus. Et donc c'est le film, moi je trouve vraiment, c'est pas toujours le cas dans le cinéma australien et notamment dans les films qui m'intéressent, qui parfois m'intéressent au-delà de leur valeur cinématographique. Mais là, pour le coup, Money Movers, qui est un peu oublié quand même en France, et qui, heureusement, grâce à Badlands, a une nouvelle vie via le Blu-ray, c'est un film que je trouve absolument maîtrisé formellement, qui est visuellement magnifique, alors qui filme des choses qui sont pas forcément hyper cinématographiques. Et puis le scénario de Beresford est magistral. Et le montage, la façon dont on arrive à avoir tout un tas d'informations extrêmement rapidement. Le film dure 1 heure et demie, il est extrêmement rapide alors qu'il y a un nombre d'informations. Et la façon dont est construit le film, je trouve, est absolument brillante. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a 3 grandes parties. La première partie, c'est la description comment dire, des lieux de cette entreprise, des protagonistes, etc. La deuxième partie, c'est un peu l'enquête de qui est ce jeune Léo Bassett qui est trop érudit, trop sophistiqué pour être un braqueur. Et qui arrive dans la boîte après le premier braquage. Voilà, et donc le spectateur sait que c'est pas celui qui prépare le braquage, mais il y a un mystère autour de son identité. Et puis il y a la relation qui se construit entre les braqueurs, les futurs braqueurs et la mafia. Et puis et donc ça c'est l'élément central où on va sortir un peu de comment dire de l'entreprise ou des fourgons, etc. Et puis la dernière partie, c'est le braquage, où d'un coup, le spectateur, on va le mettre au courant directement de la façon dont le braquage va se dérouler, puisque les braqueurs vont faire une répétition générale avec une maquette en carton et puis des petites voitures pour expliquer comment est-ce qu'ils préparent leur coup. Et puis tous les personnages vont changer c'est un peu comme une construction en miroir, où on va retrouver donc les mêmes personnages, mais pas. C'est-à-dire que le flic qui, au début, on pensait qu'il savait tout, etc., qui était informé, qui était au courant de on va se rendre compte à la fin qu'en fait, il sait rien du tout. Comment dire, notre connaissance des choses et la façon la connaissance qu'ont les protagonistes les uns des autres de toute cette histoire va être renversée dans la dernière partie. Mais on va retrouver pour toute ce dernier tiers qui est donc le braquage en lui-même, on va retrouver ces fourgons dans les rues filmés en longue focale, on va retrouver cette espèce de pornographie de la procédure où on met des clés, on machin, les sirènes, les trucs, etc. Hyper technique, hyper découpé, hyper documentaire. Ça fait un film qui est, je trouve, extrêmement bien balancé et extrêmement efficace dans son découpage et sa construction, qui fait que c'est fou quand on voit les films américains aujourd'hui qui durent 2 heures et demie pour raconter pas grand-chose. On hallucine sur la quantité d'informations et de personnages qu'il faut se taper en 1h35 et qui est d'une fluidité parfaite. Et puis je reviendrai vite fait sur le truc quand tu parlais d'enfermement, etc. Moi, c'est par ça que je suis arrivé c'est par ce thème-là que je suis arrivé à Money Movers. C'est-à-dire que le cinéma australien des années 70 va produire des films sur la masculinité enfermée. Et là, on a des mecs entre eux, avec les meufs qui sont laissées en périphérie, etc. Donc, on retrouve la vision qu'ont les mecs des femmes. Donc on peut en reparler peut-être après, mais bon, on a ces mecs ensemble au boulot. Et en fait, on retrouve les mêmes thèmes, les mêmes rapports, les mêmes tensions, les mêmes frustrations que dans les films où on voit des mecs qui sont enfermés dans le désert à tondre des moutons, comme Sunday Too Far Away en 1975, ou des gens qui sont enfermés dans un bled à picoler, dans Waking Fright, ou durant les années 70, c'est vraiment le gros trope qu'on va retrouver constamment. Et
de ces films qui étudient la masculinité enfermée. Et en ça, Money Mover, c'est vraiment un film australien vraiment un film de cette nouvelle vague de ces années 70, qui est quelque chose qui disparaîtra au début des années 80. Et en plus, il faut que cette masculinité, entre guillemets, s'exprime. Et ça s'exprime par quoi? Par la violence. Et ici, dans le film, on peut le dire, hein, t'as un bain de sang final, moi, que j'ai rarement vu comme ça. C'est-à-dire, c'est extrêmement cut, extrêmement bien découpé dans un espace très clos, très renfermé. Très western aussi, je trouve, encore une fois. Puis même, encore une fois, on l'évoquait aussi un peu entre nous. L'idée, quand même, du fourgon blindé, c'est quand même la diligence. Mais effectivement, une boîte dans une boîte, j'ai envie de dire, tu vois, et t'as une confrontation finale où ça part dans tous les sens. C'est très gore, c'est très cru, je trouve. Et pour le coup, je pense pas que tu vois un truc comme ça à l'époque dans un autre type de cinéma, je sais pas, français, anglais ou américain, tu vois, pour reprendre un peu des sujets un peu similaires. Une violence pareille, un déchaînement pareil, je le vois rarement à l'époque, j'ai l'impression. Oui, alors ça fait partie des particularités qui rendent Money Movers euh, euh, vraiment particulier, hein, pour son époque. Le fait que ça soit un polar, le fait qu'il soit aussi violent, au-delà des thèmes similaire à d'autres films précédents de cette décennie, c'est ce rapport à la violence qui est totalement décomplexé et qui, sans être, comment dire, il n'y a pas vraiment de complaisance ou d'intérêt à vouloir faire comme un film d'horreur ou quelque chose de gore, mais c'est vraiment la réalité brute de quand on tire un coup de feu, qu'est-ce que ça fait. Euh, alors, je dis, il n'y a pas de complaisance, il y a quand même le premier braquage où il y a un type qui prend un coup de fusil de chasse dans le ventre. Il y a quand même ce plan où on Ouais, voit les ouais. boyaux. Ouais, c'est eux. Comment dire, la fusillade finale, je la trouve très déconcertante parce que elle aurait pu être filmée de manière beaucoup plus opératique à la Sam Peckinpah, genre finale de la Horde sauvage, etc. Avec des ralentis, des effets. Exactement. Et pourtant, elle est quasi documentaire, etc. Mais il y a quand même, il aurait pu faire pour son film une fusillade moins violente, quoi. Ça aurait pu être moins violent, quoi. Il faudrait demander à Beresford quelles étaient ses intentions et pourquoi est-ce qu'il a fait un film aussi brut. Même dans les bagarres. Je crois qu'il y a en interview, il dit que, en fait, il a même édulcoré par rapport à la réalité, en fait, de la violence du monde. Ouais, alors c'est ce qu'il dit. Il dit oui, mais j'ai édulcoré par rapport à la violence qu'il y avait dans la rue, etc. Mais c'est oui, mais enfin, je veux dire, représenter la violence qu'il y a dans la rue, ça dépend comment est-ce qu'on la traite. Moi, je veux bien hein, que genre quelqu'un qui se prend un coup de fusil dans une rue de Melbourne. Réellement, c'est autrement plus violent qu'un coup de feu dans un film, mais c'est évident, évidemment quoi. Après, il y a quand même une volonté de faire mal et euh, d'être, comment dire, d'avoir un rapport quasi clinique avec cette violence. Et même dans les combats à main nue, il y a une anecdote amusante. Hein, ils sont allés chercher le chorégraphe des bagarres, un chorégraphe américain qui s'occupait de Superman 2, qui s'occupait de Alfie Gent, non, c'est ça? Alf Joint, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il a bossé sur le Retour du Jedi, Les 12 salopards, Outland, enfin, quelqu'un d'extrêmement compétent, quoi. Pour que les combats à main nue aient l'air réel. Et donc, alors, je crois que c'est dans l'un des bonus, l'un des documentaires du film, je crois que c'est Terry Donovan qui expliquait que l'acteur qui joue Léo Bassett avait trouvé ça mortel. Mais lui, il voulait pas retenir ses coups et il s'est dit, mais attends, on va se bagarrer devant la caméra, on va se bagarrer pour de vrai, quoi. Et que les autres étaient là, genre, ouais, mais non, pas trop. Et qu'au bout d'un moment, ça partait en chiffonnade complète parce que l'autre mais en tout cas, à l'écran, on a vraiment l'impression de gens qui sans que ça soit glamourisé ou mis en scène de manière. Donc non, non, c'est vraiment extrêmement particulier quoi la façon dont ce film en général hein, et la façon dont il a été fait c'est vraiment une œuvre totalement unique dans le cinéma australien et même si on a eu hein, des films violents où Wake in Fright le film est relativement violent Mad Max c'est un film violent mais c'est une violence qui est beaucoup plus opératique qui est sur la mise en scène et les effets de montage etc il y a beaucoup Money Mover c'est un film beaucoup plus sanglant que
que Mad Max, qui était quand même considéré comme l'ultra-violence. Bon, après, eux, ils voulaient un classement M, ils ont eu finalement un classement R, interdit aux moins de 18 ans. Donc, alors, je sais pas comment ils imaginaient pouvoir avoir autre chose qu'un classement aux moins de 18 ans à l'époque avec un film pareil, hein. Après, le film, il y a des moments assez. Bon, le film est assez cru, voilà, encore une fois, assez réaliste, tout ce qu'on veut, très violent. Mais il y a quand même des passages assez rigolos, je trouve, notamment liés à la mafia, c'est-à-dire qu'il y a ce personnage, effectivement, d'un mafieux qui veut se montrer bien sous tout rapport. Il y a un moment qui est très drôle où on l'entend écouter de la musique classique avec, je sais plus, un vinyle, genre les 40 morceaux à écouter, enfin, un truc comme ça, quoi. Il y a sa maman qui est dans la maison, au moment où Terry Donovan aussi. Il s'évade. Enfin, on le torture d'abord avec la scène ils ont beaucoup communiqué là-dessus, la séquence où il se fait couper l'orteil avec un sécateur. Il arrive à s'évader, etc. Et en fait, il tombe sur sa mère, enfin une pauvre grand-mère, etc. Il y a un passage aussi au moment de la fusillade finale où il y a le chef du service commercial de la boîte de transport de fonds qui est donc enfermé dans le coffre. Et en plus, il l'enferme en disant il y a des bières à l'intérieur. Et tu le vois, en fait, il doit rester 18 heures dedans et il se torpille je sais pas combien de bières à l'intérieur. Il y a plein de petits passages comme ça qui sont. Bah, qui encore plus, en fait, j'ai envie de dire, dans le quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours des moments comme ça, en fait, dans la vie. Ouais, alors tout à fait. Il y a des espèces de petites blagues comme ça, notamment la blague des bières. C'est quelque chose. Alors, je suis pas persuadé, mais ça m'étonnerait pas que ça soit une anecdote réelle et que genre on dise genre ouais à l'époque les gars les prolos qui bossaient là-dedans ils avaient leur bière ils planquaient leur bière dans le coffre parce que et que ce gag naisse d'un élément réel. En tout cas, ça donne l'impression que ça pourrait arriver réellement. Et il y a tout au long du film, beaucoup de cynisme et de petites plaisanteries méchantes comme ça. Et puis il y a quelque chose qui est. Euh, alors, c'est comment le tourner sans raconter la fin. Disons que tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de personnages principaux au film. Il y a quand même l'épilogue entre le flic corrompu et la mafia, la discussion qu'il y a entre lui et la mafia. Je trouve que c'est au final vraiment très ironique parce que ce flic corrompu est présenté de manière comme un être vraiment antipathique et détestable pendant tout le film. Alors, tous les personnages ont un côté antipathique et détestable, plus ou moins, pendant tout le film. Mais lui particulièrement. Mais le dernier tiers, on va nous le présenter comme en plus étant idiot et dépassé par les événements. Et notamment, il y a une confrontation avec l'ancienne secrétaire de l'entreprise qui enquêtait pour le patron et qui va d'une certaine manière l'humilier quoi. Et donc en fait il va se rendre compte en fait il est au courant de rien quoi, qu'il est complètement dépassé. Mais au final par roublardise c'est de ce désastre qu'est ce braquage, c'est lui qui va finir par tirer son épingle du jeu. Il lui arrivera rien et il va finir par pouvoir se faire un petit paquet de pognon sur cette histoire. Et je trouve ça extrêmement ironique parce que c'est vraiment le personnage le plus nul et le plus merdique qui finit en fait par s'en sortir d'une certaine manière. Et ça, c'est pris à part. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais quand on le regarde dans un corpus de films beaucoup plus vaste du cinéma australien, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, très ironique, du perdant qui va gagner. C'est clairement, je sais pas comment toi tu le perçois, parce que tu connais peut-être un petit peu moins le cinéma australien que moi, mais Money Movers, pour moi, c'est vraiment un film qui est absolument australien, qui, euh, c'est un pur. Ça se ressent énormément dans les thématiques, effectivement, dans ce que tu disais, le côté masculin, cette violence à la fois contenue et déchaînée. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on arrive très bien à saisir, hein. Ouais, disons que pour en venir à ce qu'on disait un petit peu juste avant, il y a ces prolétaires, il y a une tension qui se dégage. De cette masculinité, il y a un rapport avec les femmes qui est désastreux. Et pendant toute une partie du film, les femmes sont présentées comme de manière calamiteuse. Le braqueur, qui est un ancien pilote de course, qui a dû arrêter genre, on va dire, genre, ouais, ma belle-mère a voulu que j'arrête s'il a arrêté la course à cause de sa belle-mère, il va quitter sa femme, mais sans un mot. Il lui dit, ça te dérange pas de quitter ta femme? Il dit non, je m'en fous, et puis de toute façon, elle pourra épouser son clébard. Voilà, exactement. Il y a
Le rôle des femmes est pendant un bon moment vraiment mais calamiteux. Puis la secrétaire qui couche aussi avec Bassett pour avoir des informations sur lui, pour... Voilà, alors elle, mais c'est un personnage très intéressant parce que au début, elle est présentée un peu comme une gourde qui tombe sous le charme comment dire, du jeune blond, genre un peu sophistiqué, beau gosse, etc. Mais au final, on se rend compte que de toute cette bande de mecs hyper sexistes, vulgaires, graveleux, etc., c'est elle la plus maline. Parce que c'est elle qui a compris qui était le gars, etc., et qui va tenir tête aux flics corrompus à la fin en disant genre non, non, quand le flic il va dire genre ouais, il faut que vous regardiez, il faut que vous vous penchiez sur ce gars-là, elle a dit genre non, non, elle va utiliser en fait, elle va utiliser son corps pour pouvoir arriver à ses fins, mais elle les mène par le bout du nez, quoi. Et ce qui fait que le film, quand il est sorti, a été extrêmement critiqué pour ces raisons-là. Euh, Considéré comme homophobe, sexiste, etc. Et venant de la part d'un gars comme Bruce Beresford qui fait The Getting of Wisdom, Duns Party ou Puberty Blues, c'est difficile de se dire que c'était un gros con sexiste, gros beauf. Et c'est pas un film. Pour moi, le film n'est pas sexiste, c'est un film qui met en scène des gars qui sont profondément misogynes, quoi. Mais le personnage de la meuf vient changer ce truc-là. Et notamment, il y a aussi cette tension vis-à-vis de l'homosexualité refoulée, où on va dire, genre, ouais, Bassett est trop sophistiqué, évidemment, s'il s'intéresse à l'art et à la poésie, évidemment, c'est, entre guillemets, une pédale, etc. Et puis, il y a le chef de la sécurité, qui est lui aussi un homosexuel refoulé, qui va essayer de faire des avances sur un autre personnage. Et quand cet autre personnage va se retrouver avec un flingue confronté à lui, on va voir qu'il va y avoir une espèce de violence pour régler des comptes où on voit qu'il y a quelque chose, un non-dit, c'est-à-dire que ce personnage-là quitte sa femme, n'a aucun, vraiment, mais aucun amour pour sa femme, mais est troublé par les avances que fait ce personnage-là, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire, en fait, ce personnage du chef de sécurité qui a été renvoyé de la police parce qu'apparemment il y avait des rumeurs comme quoi il était homosexuel, il fait à un moment donné des avances au personnage effectivement joué par Terry Donovan, le Jackson dans le film, qui d'ailleurs je trouve ressemble étonnamment à Christophe Valls, bon c'est de profil surtout, je trouve ça assez bizarre personnellement. c'est pas faux, oui, oui, oui. Ouais, et du coup il refuse ses avances et effectivement dans la confrontation au final, effectivement il va déverser sa violence sur lui, mais non pas en fait par rapport aux caisses. Il le fait vraiment, enfin, là pour le coup c'est gratuit quoi, il l'atomise, c'est même pas genre il arrive à l'avoir, etc. Et là par contre il y a un déchaînement, et on comprend, et le film est assez complexe là-dessus, c'est-à-dire même en termes de corruption, le flic joué par Ed Devereaux, donc, enfin l'ancien flic pardon, Martin, qui est je trouve l'un des seuls personnages positifs avec Bassett, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au début du film il te le présente quand même un peu comme un peu comme Philippe Noiret dans Les Ripoux, c'est-à-dire une toute petite corruption ridicule, c'est-à-dire il touche un gigot. Au début, en fait, il se fait graisser la patte en prenant de la viande, quoi. Donc même lui, tu vois, il y a plusieurs degrés dans la corruption. Il y a les grands pontes, effectivement, qui sont liés à la mafia, et c'est un degré où eux, je pense, ils s'en sortiront toujours, et c'est pour ça que le film est assez noir et assez nihiliste au final, je trouve. Et quand même, cette petite corruption, toute petite, ridicule, mais qui en dit quand même aussi beaucoup sur même le syndicaliste, enfin qui utilise le fait qu'il soit syndicaliste pour faire des réunions syndicales, pour en fait préparer il est dans le gang en fait qui va faire le braquage, qui va faire le casse, qui se sert de ce statut-là justement pour manipuler les autres employés à des fins justement, voilà, donc ils sont tous corrompus à un niveau en fait, voilà. Il y a une complexité, un degré, une hiérarchisation dans la corruption, quoi. Ah oui, il y a pas de personnages qui sont. Même Léo Bassett a un côté un peu désagréable c'est, oui, oui, non, ils sont tous corrompus d'une certaine manière, ou il y a peut-être. D'une certaine manière, moi, il y a deux personnages que je séparerais peut-être un petit peu, que je trouve un petit peu plus positifs. Il y a le frère de Eric Jackson, donc le chef des braqueurs, qui à plusieurs moments va faire preuve comment dire, il est présenté comme un peu comme une andouille, et pourtant c'est lui qui à la fin va essayer de raisonner son frère pour dire genre non, 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 on va pas attendre le prochain fourgon, on a assez de thunes,
il faut qu'on file maintenant. Et c'est lui qui va capter que le deal que fait la mafia est carrément pourri, quoi. En disant genre, mais attends, on va, il faut, et que le mafieux lui dit, mais c'est une histoire de confiance, quoi. Alors qu'on a vu dès le début du film qu'il n'y a pas d'histoire de confiance, parce que très clairement, on sait quel destin attendent comment dire, les braqueurs à partir du moment où ils se retrouvent à travailler avec ce petit gars de la mafia, puisqu'on a vu ça au début du film. On sait comment les comptes vont être réglés, quoi. Et puis, il y a le personnage du mafieux que je trouve truculent. L'acteur, c'est une légende du cinéma australien. On le voit dès les années 50 dans des rats pour Tobruk avec James Mason, et puis jusqu'à dans les années 2010. Il a parcouru tout le cinéma australien et il fait un chef mafieux hyper truculent et je vais pas dire touchant parce que je n'exagère en rien, mais fascinant dans ses velléités comment dire, de respectabilité, en disant genre, mais moi je suis pas un petit mafieux de merde, je suis un businessman, tu me forces à sortir le coup de boulon, mais c'est pas moi, c'est pas ce que je veux faire, quoi. Et notamment cette pochette de disque, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué en cherchant un peu sur le film, c'est-à-dire que c'est une fausse pochette. C'est-à-dire que c'est un disque qui existe, mais ils ont changé le titre. Et le titre, à la base, c'était les 100 plus grands titres classiques volume 8, et ils ont changé ça en Comment apprécier la musique classique, volume 8. Et ce qui, pour moi, montre les velléités de sophistication du mafieux qui a envie d'être, comment dire, de sortir de son milieu social, quoi. Il le présente, t'as l'impression que c'est un chef d'entreprise, un mec qui bosse dans la finance, et au final, qu'il va faire par rapport au petit braqueur, en fait, il fait une OP agressive, c'est-à-dire qu'il va carrément récupérer des sortes de petits artisans du crime qui font leurs petits trucs dans leur coin, c'est-à-dire ils transforment une sorte de caravane justement en fourgon blindé, enfin un truc qui croit même pas une seconde, c'est-à-dire le truc qui se fait cogner, tout tombe et le plan tombe à l'eau, quoi. Et comment ils vont récupérer finalement un braquage, faire le leur, et voilà, c'est le principe même du capitalisme sauvage, quoi. C'est un truc sans foi ni loi. Ah, c'est carrément ça. Lui et Darcy, le chef de la boîte, et les cadres. Il y a les cadres d'un côté, et puis il y a les prolétaires de l'autre. Et le mafieux a autour de lui des conseillers, exactement comme le chef de la compagnie de convoyeurs a autour de lui des cadres qu'il conseille, etc. Et tout en bas, on a ces prolétaires. Beaucoup de déclassés, hein, comme on disait, c'est-à-dire qu'un ancien pilote de course, un ancien flic est devenu gardien, etc., et qui rumine un idéal disparu, comment dire, qui ont la nostalgie d'un âge d'or qui a disparu, et qui est, pour le coup, pareil, profondément australien, et surtout de cette fin d'époque, de cette fin des années 70, où durant cette décennie, le pays va se développer extrêmement rapidement. Ça va créer un grand bouleversement social. Et puis, il y a le choc pétrolier de 73 qui va avoir un impact. La crise monte, enfin, les répercussions du choc pétrolier de 73 commencent à se faire sentir de plus en plus, et la crise éclatera, allez, 2 ans après la sortie du film. Mais on sent Ça monte. ce côté, c'est pas un film post-apocalyptique, c'est un film pré-apocalyptique, dans le sens où on sent l'arrivée d'une explosion, en tout cas des choses qui sont montées à une tension où ça va finir par éclater, quoi. Et ça peut expliquer, enfin, en tout cas, ça va avec la façon dont le film explose dans une violence complètement décomplexée et over the top dans ses dernières minutes. Oui, il y a un côté cocotte minute permanent, quoi. Et je trouve que le côté fourgon blindé, et c'est assez bien vu d'avoir placé ça justement dans ce contexte-là, dans ce milieu-là, en fait, c'est une très bonne métaphore pour montrer quelque chose qui bout de l'intérieur et qui est prêt à exploser. Et pour terminer, est-ce que tu peux peut-être nous évoquer aussi la musique, qui est assez importante, d'une certaine manière, par son absence, entre guillemets. Alors, c'est un film sans musique. euh, et ce qui rajoute un côté un peu, comment dire, documentaire à la façon dont le film est mené. Mais il y a un morceau de Béla Bartok. Alors, c'est musique pour cordes et percussions et célesta. En tout cas, il y a un thème musical qui revient de temps en temps, En boucle. voilà, en boucle. Et je sais j'ai lu que Beresford voulait pas de musique et qu'il a finalement consenti à l'utilisation de ce morceau. Alors, il y a un autre morceau, mais qui est un morceau intradiégétique
quand le mafieux écoute, c'est un morceau, c'est la symphonie, je sais plus, je crois que c'est la symphonie 40 de Mozart, mais c'est vraiment une musique intradiégétique. Sinon, il y a ce thème de Bartok qui est vraiment particulier et qui revient de temps en temps, notamment au début et à la fin, et qui, je trouve, électrise les plans de ville. Alors, c'est tourné à Adélaïde, mais c'est censé se passer à Sydney. On voit, il y a une carte affichée au mur où il y a marqué Sydney, et quand l'ancien flic corrompu, l'ancien flic passe son détecteur de mensonges, on lui dit vous habitez bien à Sydney. L'autre dit oui, oui, j'habite bien à Sydney. Donc il y a une volonté de situer le film à Sydney, mais ça ressemble pas du tout à Sydney. Enfin, je veux dire, il n'y a pas les images emblématiques de Sydney, etc. C'est tourné à Adélaïde. Il y a les plans extérieurs, je les trouve magnifiques, et notamment un plan qui est prodigieux qui précède l'enterrement du convoyeur qui se fait, d'un des gardiens qui se fait tuer, où on voit tout ce défilé Tout le convoi, voilà, un convoi de fourgons blindés, et qui est il est très beau. une image vraiment, une très belle image, quoi, et qui rappelle un peu. Il y a un plan comme ça qui a rien à voir aussi dans le film que je trouve très beau et très justifié, c'est quand ils comprennent aussi qu'ils doivent passer au détecteur de mensonges avec Brian Brown, etc. Il fait nettoyer sa voiture et la caméra en fait est placée du point de vue de l'habitacle, et donc tu vois le point de vue depuis le pare-brise et avec le savon qui est en train de couler, qui est en train de les troubler progressivement. Le film est rempli d'idées de mise en scène, de montage. Non, non, c'est un film que je trouve extrêmement brillant, et qui est pas. Alors, parce que le cinéma australien, il n'y a vraiment pas que des chefs-d'œuvre, quoi. Et très souvent, les films ont un intérêt, mais c'est ce que je me répète, hein, mais ont souvent un intérêt social ou historique, plus que cinématographique. Mais pour le coup, l'attaque des fourgons blindés, qui est un titre français un peu étrange, euh, puisqu'ils attaquent pas vraiment les fourgons, mais l'attaque des fourgons blindés, c'est, je trouve, un des chefs-d'œuvre un peu oublié du cinéma australien, et qui est nettement, nettement meilleur que la plupart des films, entre guillemets, d'exploitation qu'on voit passer très régulièrement, et que je trouve nettement plus mineur. C'est un grand, et c'est un grand film euh, de la nouvelle vague australienne, quoi. Il vieillit bien en plus, enfin, il est toujours nerveux, sec, à l'os, cette paranoïa générale où chacun prétend être autre chose de ce qu'il est, ce niveau politique, le jeu des acteurs. Non, vraiment, c'est vraiment un super film, quoi. C'est vraiment, entre guillemets, une série B dans tout ce qu'elle a de plus noble de. Voilà, c'est vraiment très bien foutu, quoi. Ah, ouais, ouais. Enfin, je veux dire, il y a des éléments, hein, le scénario est excellent. Bruce Beresford était, je pense, au sommet de son art à ce moment-là. Il s'apprête à faire Breaker Morant quelques années après. Il y a le chef-op et son cadreur, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, en directeur de production et on va dire assistant réalisateur, un type qui s'appelle Pat Clayton. Et, qui a bossé en Angleterre. Je crois qu'il a commencé sa carrière, il a bossé sur 2001, l'Odyssée de l'espace, donc ça pose, hein, directement. Mais j'évoque son nom parce que il a tenu le même rôle sur Mad Max 2. Et quand on regarde les images de tournage de Mad Max 2, c'est fascinant parce qu'on voit George Miller qui est un peu en retrait, et on voit Pat Clayton qui est un grand bonhomme costaud avec une voix qui porte, et c'est lui qui donne les ordres, et c'est lui qui est vraiment le chef d'orchestre technique sur le plateau. Et c'est vraiment parce qu'on voit George Miller qui est vraiment effacé par rapport à lui. Et j'en ai beaucoup parlé avec Adrian du musée Mad Max 2, et on se demandait enfin, qu'est-ce qu'il faut rendre à Pat Clayton sur la réussite de Mad Max 2. Il y a forcément quelque chose à lui rendre dans l'organisation du tournage et dans la façon dont ça a été hyper bien cadré. Et il y a une efficacité que je retrouve dans l'attaque des fourgons blindés. C'est délicat de formuler ce qu'il a pu apporter, mais en tout cas, l'ayant vu au boulot dans toutes les images d'archives que j'ai de Mad Max 2, je pense qu'on peut lui apporter crédit de la réussite du film aussi, quoi. Donc voilà. Autre tradition dans bien connu des services de police pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Melvin, tu commences, qu'est-ce que tu peux nous conseiller un peu dans la même veine que Money Movers ?
Alors, j'ai réfléchi et je savais pas comment prendre ta question. C'est-à-dire que dans la même veine, est-ce que tu entendais genre un autre polar avec des braqueurs de fourgons blindés, ou alors un autre film australien Donc, dans le doute, je me suis dit, je vais plutôt choisir de continuer à explorer le cinéma australien. Et comme je suis un chouïa bavard et que j'aime bien jacasser, je vais te proposer un réalisateur, un documentaire et une série télé. Donc tout sauf un film. Donc le réalisateur, c'est Yvan Sen. C'est celui qui a fait Mystery Road et Goldstone et qui après a été adapté en série télé Mystery Road, qui est, je pense, qui était disponible sur Arte TV pendant une période. Donc c'est relativement connu en France puisque ça arrivait jusqu'à chez nous et qui a sorti un polar euh, extrêmement curieux il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle Limbo en noir et blanc, donc en même temps que l'autre Limbo qui était lui aussi en noir et blanc et qui se déroule à Coober Pedy. Coober Pedy, c'est une petite ville minière au centre de l'Australie. C'est là où ils ont tourné les scènes de désert de Mad Max 3. Et c'est la première fois que je voyais ce territoire qui est particulièrement cinématographique, avec toutes ces nuances d'ocre, de jaune, de rouge, les plus beaux paysages que j'ai vus en Australie, mais qui est tourné en noir et blanc, sur un flic évidemment nihiliste et désespéré, qui va enquêter sur la disparition d'une gamine aborigène. C'est pas totalement abouti, mais c'est vraiment à voir. Donc, en tant que réalisateur, pour moi, dans le polar australien ces dernières années, c'est vraiment Yvan Sen qui est le plus remarquable. Un documentaire qui est un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Last Stop Larima. Larima, dernier arrêt, et qui est un documentaire qui revient sur la disparition d'une. Alors, Larima, c'est un bled de 15 ou 16 personnes, et l'un des gars du bled un jour va disparaître. Et le documentaire va enquêter sur la disparition comment dire, en parlant à la rencontre des habitants du bled. C'est, je crois, le truc le plus australien que j'ai vu depuis des années et des années. C'est absolument génialissime. Ça commence, c'est extrêmement drôle et ça finit, c'est désespérant à mourir. On retrouve énormément de thèmes qu'on voit dans le cinéma australien depuis Wake in Fright, où les gens qui connaissent Wake in Fright vont avoir l'impression de voir une version actualisée de Wake in Fright. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de ces dernières années. Je trouve ça absolument prodigieux. Et puis, je vais terminer sur une série télé. Euh, L'Australie produit énormément de séries télé ces dernières années, pas mal de trucs un peu polar ou un peu genre policier avec des enquêtes, des machins. Globalement, je suis rarement convaincu, mais il y a 2 ou 3 ans, il y a une série tournée en Tasmanie qui s'appelle Deadlock. Donc Deadlock, c'est le nom d'un petit bled où un matin, 2 jeunes filles vont trouver un cadavre d'un homme nu sur la plage. Et c'est le début d'une succession de meurtres mystérieux. Il y a une femme flic qui va enquêter là-dessus, mais comme tout le monde la considère comme totalement nulle, on va lui envoyer comment dire, une autre inspectrice venue de Darwin, donc l'opposé tout au nord, et qui, pour elle, c'est une mise au placard parce que genre son coéquipier est mort dans des circonstances troubles. Donc c'est ces 2 femmes qui vont enquêter sur cette série de meurtres. C'est une comédie. Et c'est réalisé par Kate McCartney et Kate McLennan. Et l'actrice principale s'appelle Kate Box. Donc c'est vraiment visiblement une histoire de Kate. Et c'est le truc le plus drôle et le mieux écrit que j'ai vu en Australie depuis très très longtemps. Donc Deadlock, j'imagine que ça doit être trouvable ici ou là. Et c'est donc voilà, mes recommandations: Deadlock, Last Stop Larima, qui est sur Netflix, je crois découpé en 3 parties sur Netflix, et qui est prodigieux. Et puis soutenir le cinéma d'Yvan Sen. Voilà. De mon côté, je tenais à rester, moi, du côté du film de braquage, et plus spécifiquement encore, comme dans Money Mover, sur la tirelire, donc c'est comme ça qu'on appelle un fourgon blindé dans le milieu, attaqué à un moment ou un autre dans le récit.
Il n'y en a pas des masses. Alors, dans le cinéma français, j'aurais pu citer Le Pacha, par exemple, avec André Pousse en chef de gang, ou encore 36 quai des Orfèvres de Marshall, qui cite justement le film de Georges Lautner. Le Convoyeur, mais ça, comme je savais qu'on en parlerait tôt ou tard dans l'émission, bah, je l'ai mis un petit peu de côté. Je l'ai écarté volontairement, tout comme son remake américain, donc Un homme en colère de Guy Ritchie, ou encore Blindé, avec Matt Dillon et Jean Reno, au profit d'un film assez méconnu, finalement, du grand Richard Fleischer, qu'il a réalisé en 1950 pour le compte de la RKO avec Armored Car Robbery, qui est vraiment un très très bon film noir qui va aussi à l'essentiel, où c'est un flic qui traque à Los Angeles le chef d'une bande qui a braqué un convoi et qui a tué justement son coéquipier. Donc c'est un film qui est vraiment sec, qui va vraiment à l'os. Il dure 1h07. La photo extrêmement travaillé en noir et blanc, très contrasté, très graphique, avec des paysages urbains en extérieur, et qui rappelle mine de rien avant l'heure avec ce cast initial et le face-à-face entre un flic vraiment hardboiled, prêt à tout, et un gangster extrêmement méticuleux, très professionnel, bah mine de rien le hit de Michael Mann, et qui anticipe pas mal dans son final surtout, l'ultime razzia de Stanley Kubrick, qui est sorti 6 ans plus tard, et c'est un film par exemple que Kiyoshi Kurosawa aime beaucoup et qu'il cite volontiers, donc c'est vraiment une très très belle découverte, je vous recommande vivement Armored Car Robbery, réalisé en 1950 par Richard Fleischer. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer de toute urgence l'attaque des fourgons blindés, donc Money Movers de Bruce Beresford, en garde à vue. Une fois de plus, un très grand merci à toi, Melvin, pour ta cinéphilie redoutable, ton œil d'expert, même j'ai envie de dire. C'est vraiment été un moment délicieux, un vrai régal. J'ai appris beaucoup de choses et tu reviens quand tu veux, justement. Pourquoi pas pour évoquer un film du sud de l'Inde, un film Tamil Nadu, par exemple. Eh ben carrément et avec plaisir. Et puis merci encore pour ton invitation. C'était génial de parler de Money Movers. N'hésitez pas à choper le Blu-ray de Badlands parce qu'il a vraiment fait un super boulot. N'hésitez pas à sortir de vos zones de confort en allant explorer des films ou des cinéphilies un peu plus exotiques comme le cinéma australien ou surtout en ce moment le cinéma du sud de l'Inde. Donc écoute, merci à toi et quand tu veux pour parler d'un polar nihiliste tamoul avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, le message est passé. Une fois de plus, merci à toi. Merci aussi du coup à Badlands pour ce très très bon Blu-ray. On te retrouve effectivement dans les bonus. Du super bon boulot, vraiment. Moi j'ai découvert un super film grâce à eux. Et on te retrouve effectivement, toi, à travers ton documentaire, donc Archaeologist of the Westland, qui est sorti en DVD et en Blu-ray. Tes 2 livres sur Mad Max. Le tout évidemment paru aux éditions Rififi. Donc merci à toi. C'est vraiment un grand plaisir que de t'avoir. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, et surtout à la partager si cela vous a plu, et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore, et à très vite dans Bien connu des services de police. What sort of security man can afford not to take it seriously? You've always said you were the one person who could rob this place. Yes, that's true. Brian, your truck, our truck, will be the second last one in. I got $2 million in that van. $2 million bucks? What's it bloody matter? You've been around money too long. You're going off your head. Looks like he couldn't fight his way out of a light fog. You've got a secret, haven't you? What is it? You cut me in for a modest percentage, and I'll let the whole plan go ahead and give you some backup. How about that, Eric? There's no safe in here. That's that alarm. Trust is the name of the game, Brian. Trust? If one of your mob said good morning, I'd put on my pajamas and go to bed. That's how much I'd trust. I take it we're unanimous in telling the management they can shove their chains. No! Look, sport, your expensive video gear's on the blink. Did you send someone over straight away?
It's our big day. Look, I haven't got a secret. Well, maybe it's a secret of Darcy's. We have one dissenting voice. That's right. Listen, if we're chained to the money, it'll make it impossible for anyone to steal it. Do you think I look like Faye Dunaway? Girls at work reckon I do. Do something about that blood, Ernest. It'll run all over the carpet. Yeah. Bring in the nail clippers. They say the counting house is impregnable, but someone has a plan to relieve it of $20 million. There's a plan to take it from him and one to stop him. The lucky ones only lose their toes.